Les élections régionales et municipales auront lieu le 13 octobre prochain en Côte d'Ivoire, visiblement envers et contre tout. La commission électorale indépendante CEI a annoncé plus de 22 000 candidats au poste de conseiller à ces élections locales. Selon le document, sont candidats 389 listes pour les candidatures indépendantes, 176 RHDP, entendez, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition du président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, 104 PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui a quitté la coalition en août dernier, et 12 du Front populaire ivoirien FPI, tendance Pascal Affi-N'Guessan. Pour ce scrutin auquel 6,5 millions d'Ivoiriens se sont inscrits, la campagne commencera le 28 septembre pour prendre fin le 11 octobre. Mais le PDCI, ex-allié du RDR, a demandé le report de ce scrutin et exigé entre autres la réforme de la CEI. Même son de cloche du côté du FPI, tendance Aboudraman Sangaré, qui milite aussi pour un report de ce scrutin. Les partisans du report ou de la réforme de la CEI devront s'y faire. Les élections sont maintenues à cette date-là, annoncée par le président Alassane Ouattara, de retour d'une mission en Chine. Est-ce pour autant, à la fin de la polémique, les arguments du PDCI puis du FPI qui demandent le report de ces élections sont-ils valables? Ensuite, et visiblement dans le cadre des mesures de décrispation politique, il semble que Michel Gbagbo serait désormais autorisé à sortir du pays. Le fils de Laurent Gbagbo, qui était interdit de quitter le sol ivoirien et qui a été incarcéré plusieurs fois après la crise post-électorale de 2011, vient de voir cette interdiction levée. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette décision? Pourrait-il y avoir un rapprochement entre le FPI et le RDR du président Ouattara? Enfin, la Côte d'Ivoire, c'est aussi des affrontements entre policiers et étudiants qui protestaient à Abidjan contre des frais de scolarité. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a de l'argent pour les mutins, mais pas pour les étudiants, a déclaré un des manifestants qui exprimait leur colère face à des frais annexes dans un pays où l'enseignement est gratuit. Les jeunes étudiants réclament aussi des bourses et de meilleures conditions d'études. Nous en parlerons aussi sans doute. Côte d'Ivoire demande de report des locales par le PDCI et le FPI. Quelle pertinence pour les arguments de l'opposition? La question sera posée. C'est le thème central de cette émission qui est consacrée, comme vous le savez, au décryptage de l'actualité sur le continent africain. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Merci de nous rester fidèles. Le plateau du jour, sans plus tarder, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau, aujourd'hui, avec nous, Moïse Soudé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes journaliste à Soleil FM Bénin, un plaisir de vous avoir. Face à vous aujourd'hui, Maître Fried d'Almeida, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes avocat au barreau espagnol. C'est pour la première fois que vous participez à cette émission. Un plaisir de vous avoir. Merci. Messieurs, les élections locales sont maintenues au 13 octobre. C'est heureux que les élections se tiennent à bonne date. Moïse Soudé. Tout à fait. Ce qu'on a toujours souhaité dans les pays africains, c'est que les élections se tiennent à bonne date. Parce que chaque fois, à l'approche des élections, les gouvernements en place évoquent des raisons financières pour ne pas organiser les élections. Maintenant, en Côte d'Ivoire, l'État, en dépit de tout, maintient les élections à bonne date. Tout à l'heure, on verra si c'est le meilleur choix ou il y a un autre choix à faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 13 octobre. Le président Ouattara l'a réaffirmé à son retour de voyage. Est-ce que, selon vous, on aurait quand même pu, pourquoi pas, différer cette date-là afin d'avoir, on dirait, comme qui dirait, une cohésion autour de ces élections-là? Je crois que l'idéal serait qu'on reporte cette date, des élections régionales et municipales, parce qu'il y a, d'après en fait ce qui est dit par le PDCI et le FPI, il y a des éléments qui vraiment contaminent en fait cette célébration le 13 octobre. Il y a des motifs, il y a des raisons, et si vous le permettez, en son temps, on essaiera de le dire. Voilà, le fait qu'il y ait des listes indépendantes, on va en parler, Moïse Soudé aussi, 389 listes indépendantes, qu'est-ce que cela pourrait traduire? Il y a plus de listes indépendantes que, par exemple, de listes constituées par les grands
partis comme, pourquoi pas, le RDR. Aujourd'hui, on va dire l'appellation officielle, c'est le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, créé avec le RDR et d'autres partis minimes, on va les appeler ainsi. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de listes indépendantes que les listes constituées par les grands partis en Côte d'Ivoire, selon vous? Oui, vous savez, il fut un moment où entre les grands partis, il y avait une certaine guéguerre et certains ne se retrouvaient pas. Donc, ils ont choisi. Parce que quand c'est une grande liste, c'est le chef qui décide de qui sera sur sa liste, qui ne sera pas sur sa liste. Et les indépendants ont préféré aller en indépendant pour ne pas être surpris au dernier moment. Parce que quand vous êtes sur la liste du chef, c'est au dernier moment que le chef lui donne sa liste. Et si vous aviez des intentions politiques, tant pis pour vous. Donc, les gens, pour se mettre à l'abri de ce désagrément-là, ont préféré aller en indépendance, c'est-à-dire, je ne dois rien à personne. Personne n'aura à exercer une influence quelconque sur moi. Donc, c'est des gens qui se disent, en brief, autonomes. Ils ne dépendent ni de, comment on appelle, Ouattara, ni de Bédié. Voilà. Alors, je reviens avec vous, Maître Frid Almeida. Selon vous, quelles sont les raisons qui auraient pu militer pour le report de ces locales-là? Est-ce que ces raisons-là, exposées, du moins par le PDCI ou le FPI, Abdraman Sangari, parce qu'il y a un FPI qui va participer à ces élections-là, est-ce que selon vous, ces raisons-là sont fondées? Et si oui, qu'est-ce qui les fonde? Voilà. Déjà, je prends le cas du PDCI, le Parti démocrate de Côte d'Ivoire, de Konan Bédié. Là, ils sont en train de... Déjà, ils souhaiteraient un réaménagement des dates de dépôt de dossiers, de candidature. Oui. Et à part ça, il y a aussi, ils souhaiteraient un réaménagement comment on le dit, de la commission. Oui, de la commission de la CEI. Ils veulent aussi un réaménagement, puisque au niveau de... Vous savez que pour pouvoir présenter des actes de candidature, il faut des actes judiciaires. Et je crois qu'à ce niveau aussi, à cause des problèmes liés à la période des vacances judiciaires, je crois que genre de trucs comme ça, et ils ont des difficultés à obtenir ces actes judiciaires. Il y a aussi un autre élément, c'est que on s'est rendu compte que il y a des candidats qui sont supposés être du PDCI et qui sont à la fois au niveau du RHDP. Voilà. Donc, il y a une confusion, une sorte de cacao mélangé là, qu'on ne comprend pas. Donc, je crois déjà ça. Et si je prends le cas, et à part ça, autant le PDCI comme le FPI, je crois qu'ils ont un élément en commun, c'est la réforme de la commission électorale indépendante. Donc, ils trouvent qu'il faut déjà inclure, ce n'est pas que le RDR, il faut inclure assez de partis politiques dans cette commission pour que, effectivement, qu'il y ait de transparence et que tout aille bien. Voilà. Moïse Soudé, est-ce que, selon vous, le président Alassane Ouattara, qui a quand même promis récemment, notamment le 6 août, si ma mémoire est bonne, lors de son adresse à la nation, il a promis une réforme de la CEI. Pourquoi aujourd'hui on voudrait faire ces élections-là sans la réforme, alors que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a clairement dit que la CEI ivoirienne est en l'état taxée de partialité et ne devrait pas servir à aller à des élections? Oui, c'est là le nœud gordien qu'il faut dénouer. Parce qu'on ne peut pas réformer la CEI en plein processus. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord réformer la commission électorale indépendante avant de lancer le processus. Donc il aurait été plus judicieux de reporter ces élections-là, de faire cette réforme. Toutes les réformes. Parce que si vous lancez le processus, c'est pour le 13 octobre. Quel temps aura-t-on, c'est-à-dire qu'on est déjà à moins d'1 mois, quel temps aura-t-on pour réformer la CEI? On risque d'aggraver les choses. Donc je suis d'accord avec ceux qui demandent de reporter les élections. Il faut d'abord qu'à ce niveau-là, qu'on ait une idée claire de quel type de CEI nous voulons utiliser pour les élections. Deuxième chose, 18 candidats se retrouvent sur 2 listes. C'est possible. 18 candidats. C'est la folie. Et le secrétaire exécutif parle de tentative de débouchage. Sur fond de chantage et de menaces des cadres qui occupent des postes de responsabilité. Vous ne pouvez pas accepter que 18 personnes soient sur 2 listes différentes. Il faut régler ces problèmes-là. On n'a pas pu
à cause des vacances judiciaires, comme l'a dit mon vis-à-vis, on n'a pas pu avoir tous les documents. Donc, ils ont d'abord demandé la date du report des dossiers. Et si le régime en place n'a pas des intentions malsaines, l'idéal aurait été qu'on reporte les élections pour prendre en compte, parce que le président Konan Bédié et Ouattara, quand ils ont eu des échanges, il a été question de la réforme au sein de la CEI. Pourquoi ne pas faire cette réforme-là avant de déclencher l'opération? Le 13 octobre, c'est à côté. Donc on ne peut pas, ce n'est pas évident que l'on puisse réformer cette commission-là en plein processus, parce qu'on aurait déjà déposé les dossiers. Donc juste une stratégie de communication de la part du président Alassane Ouattara? Oui, non, en réalité, il n'a pas envie de perdre les élections. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de perdre les élections, il a envie de gagner les élections. Et la CEI, en l'état, l'arrange. Donc, il ne veut pas réformer la CEI. Moi, je dis, pour éviter une nouvelle crise, le président Alassane Ouattara a intérêt à écouter ces voix discordantes. La réforme de la CEI est très importante. Parce que on a tendance à dire que la CEI est monocolore. Vous ne pouvez pas, déjà, quand vous organisez les élections avec une CEI monocolore, vos adversaires vont dire nous allons perdre davantage. Donc il vaut mieux ne pas leur donner raison et il vaut mieux clarifier aussi la situation de ces 18 cadres-là qui sont à suivre sur 2 listes. Voilà. Sinon, c'est pas gentil. Voilà, nous allons voir avec les raisons. Le secrétaire général, vous en parliez tout à l'heure, il s'est prononcé. Kakou Guiagué, voilà, j'y arrive. Il est le secrétaire général du PDCI. Il s'est prononcé. Il estime que, beaucoup de stratégies sont en train d'être mises en œuvre pour déstabiliser le PDCI, qui, on le rappelle, il y a quelques semaines encore, était le grand allié du RDR du président Ouattara au sein de l'appareil qui conduisait la Côte d'Ivoire. Nous allons suivre un extrait de ses propos. Monsieur Abdallah Albert Touakeus m'a pris. Deuxième vice-président du RADP, parti unifié, agissant par délégation du président de cette formation politique, a utilisé un logo incluant celui du PDCI-RDA pour une communication relative aux dispositions pratiques de dépôt des dossiers des candidatures investies par le dit parti en vue des élections municipales et régionales d'octobre 2018. Nous rappelons que le logo utilisé dans ce communiqué est celui du RHDP, groupement politique qui est dissous, et non celui du RHDP, parti unifié, créé le 16 juillet 2018 et dont M. Abdallah Albert Touakeus Mapri est le deuxième vice-président. Aussi, le PDCRDA s'injure-t-il contre l'utilisation de son logo et dénonce cette manœuvre de manipulation, d'intoxication, de désinformation, source de confusion dans l'esprit des militants du PDCRDA et des électeurs. Face à de telles pratiques, le PDCRDA se réserve le droit d'agir pour protéger son logo régulièrement déposé auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Voilà, Maître Fred Almeida, c'était là les propos du professeur Maurice Kakou Guikawe qui s'exprimait sur les propos ou des actes qu'ils estiment de déstabilisation du PDCI. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas juste des stratégies politiques? C'est des stratégies politiques et je crois que dans n'importe quel gouvernement, un gouvernement qui, entre guillemets, se respecte, essaie à sa façon de se maintenir au pouvoir. Je ne le dis pas, je ne dis pas que je suis en train de prôner les manipulations politiques, mais on parle souvent de la réelle politique. C'est ça. Ou bien vous négociez le consensus, puisque nous sommes en démocratie, ou bien vous adoptez cette politique de consensus et vous vous entendez avec l'opposition qui est censée aussi vouloir votre place, ou bien vous faites tel que vous l'entendez. Et là, on sort de la démocratie. Donc, dans ce cas, je crois que ce que le gouvernement Ouattara est en train de faire, c'est vraiment de se positionner, puisque 2020, c'est à côté. L'élection présidentielle, il va falloir placer quelqu'un. Et tout ça, ça fait que déjà, ça commence, la campagne commence à travers déjà les élections régionales et municipales. Voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce que le divorce est consommé? Est-ce que le divorce est d'actualité aujourd'hui entre le RDR et le PDCI? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de ramener cette flamme-là qu'il y avait et qui a permis quand même de gouverner la Côte d'Ivoire pendant, pourquoi pas, 8 ans ensemble? Non, le divorce est consommé. Le secrétaire exécutif
Gikakoye a parlé de logo. Et quand on parle de logo, c'est que le divorce est consommé. Il dit, nous avons déposé auprès de l'OAPI en bonne et due forme notre logo. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas le droit d'utiliser notre logo. Oui, mais le logo était sur les installations du RHDP, Parti unifié, auquel le PDCI avait adhéré. Et le PDCI a décidé de se retirer. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser son logo sans son accord. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, si le PDCI réclame qu'on lui restitue son logo, qu'on n'utilise pas son logo pour aller aux élections, ça veut dire que le divorce est consommé. Il n'y a plus question de s'entendre parce qu'ils ont des griefs contre le président Ouattara. Il faudrait, avant que le mariage on ne se remarie, il faudrait que ces dissensions-là soient réglées. Notamment, il faut reporter les élections, il faut réformer la CEI, il faut régler la situation des 18 cadres qui se trouvent à cheval sur 2 listes. Tant que ces griefs ne seront pas évacués, il ne peut pas avoir entente entre les deux parties. Il y a encore, si vous me permettez, il y a encore autre raison ayant provoqué le clash entre les deux parties. En fait, le PDCI est en train de négocier déjà depuis un certain temps avec Ouattara, avec le RDR, pour que en 2020, qu'il y ait en fait un cadre du PDCI qui soit candidat de la coalition. Vraiment candidat. Alors ça, Ouattara a donné une gifle à travers une interview dans Jeune Afrique, je crois. Tout à fait, oui. Disant qu'il n'a jamais promis quoi que ce soit à qui que ce soit et qu'au moment opportun, ils vont choisir un cadre compétent, apte. Dans le RHDP. Dans le RHDP. Par conséquent, en fait, le PDCI n'a plus sa place. Et à côté du RDR dans ce RHDP. Et je trouve que d'ailleurs, en son temps, en 2005, depuis 2005, en fait, le RHDP était une coalition politique. Donc, le PDCI est à l'intérieur, je crois, puisque je me suis rappelé de ce que le co-débatteur disait, du logo. En ce moment, il n'y avait pas de souci. Maintenant, c'est maintenant que le PDCI se rend compte du fait que c'est important son logo et que maintenant, il va falloir maintenir ce logo-là. C'est pas trop tard. La politique, vous savez, c'est aujourd'hui, on dit ceci. Et il y a eu, même Afin Guessan, il l'a dit il y a quelques mois, en fait, était en train de se frotter les mains depuis qu'il y a eu ce clash. Il disait que, mais attendez, il y a eu deux types d'alliances en Côte d'Ivoire. Le FPI et le RDR. Le RDR et le PDCI. Mais cette fois-ci, je crois que c'est le tour du FPI et PDCI, parce que ça ne s'est jamais produit. Donc, en fait, ça arrange tout ce qui sort de ça arrange le troisième larron. Voilà. Non, une fois que les membres du PDCI ont été déjà déçus par rapport à cette déclaration de Ouattara qui avait vraiment créer des problèmes au niveau du PDCI. Les engagements politiques, est-ce que aujourd'hui on doit se dire que les promesses politiques qui n'engagent que ceux qui y croient? Non, ça a toujours été comme ça. Quand vous êtes à ce niveau, une promesse est différente d'un engagement. Quand je promets, je ne sais pas. Mais quand on n'a plus l'engagement, c'est-à-dire. Moïse Soudé, l'engagement n'est pas signé, personne n'a eu connaissance. Non, mais on sait qu'il y a eu l'appel de Daoukro. On sait que le président Henri Konan Bédié a demandé et accepté, malgré qu'il y a eu des dissensions au PDCI alors, notamment Kouadio Konan-Bertin qui est parti avec force et fracas du PDCI à l'époque et a été candidat. On estimait que le PDCI devait donner un candidat. HKB, Henri Konan Bédié, pour l'appel de Daoukro, ne s'est pas levé pour faire cette déclaration. Il a discuté longtemps avec Ouattara. Tu me soutiens en 2020, tu positionnes un candidat. Et c'est à partir de cela que Henri Konan Bédié a convaincu les cadres de son parti de ne pas présenter un candidat. Vous ne pouvez pas demander à un grand parti comme le PDCI, sur 2 élections consécutives, de ne pas présenter de candidat. C'est pas possible. À la prochaine élection, le parti là va disparaître. Donc c'est de droit. C'est de droit qu'en 2021, le président provienne du rang des PDCI. Maintenant, si, entre-temps, Ouattara a donné les signaux de ne pas respecter son engagement, c'est normal que le PDCI prenne ses responsabilités parce que le logo fait partie de la charte graphique d'un parti. Et quand vos partisans
dans le coin reculé, qui ne comprennent pas ce qui se passe dans la cité, voient votre logo à côté du logo d'un autre, forcément on va voter pour ce candidat. Et c'est vous qui perdez. Voilà, il y a Kobena Adjoumani qui a pour sa part dit à tous les cadres PDCI qui sont dans le RHDP, il dit qu'ils sont libres de leurs pensées et de leurs actions. Quand on sait de qui il s'agit, c'est un cacique PDCI, il a fait toutes ses gammes au PDCI, mais aujourd'hui, il se retrouve plus dans le RHDP, donc proche du président Alassane Dramane Ouattara. Nous allons suivre un extrait de ses propos. C'est carrément, on va dire, une réponse du berger à la bergère suite à la sortie du professeur Gikawe. Non, monsieur Gikawe, aucun cadre, aucun élu du PDCI RDA n'a été contraint d'aller en RHDP à ces élections. C'est faire preuve d'un total mépris, d'un manque de respect inqualifiable que de se présenter devant des journalistes sans la moindre preuve pour affirmer, sans les citer, que des hauts cadres du PDCI-RDA figurent sur des listes RHDP parce qu'il a été exercé sur eux du chantage. Les cadres PDCI qui ont décidé d'aller en RHDP ont donc le droit d'utiliser le logo RHDP où le logo PDCI est représenté. Quant aux listes PDCI, elles peuvent utiliser le logo originel du PDCI-RDA. Il n'y a aucune confusion à ce niveau. Et ce n'est pas ce détail qui peut faire basculer une élection dans un sens ou dans un autre. Les hommes politiques ont déjà trop fait résonner les tambours. C'est l'heure d'aller devant les électeurs pour se peser. Moïse Soudé, il est clair, Kobena Adjoumani, créateur du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, il dit il est temps d'aller devant les électeurs pour se peser parce que nous sommes PDCI et nous estimons avoir le droit d'utiliser le logo de notre parti dans la coalition RHDP comme nous l'avons toujours fait. Il n'est pas sérieux quand il dit ça. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas du tout sérieux. Le PDC a un organe directeur. Dont il est membre. Dont il se réclame membre, même s'il a été exclu. Et il n'est pas sérieux. Aucun cadre ne peut se lever de lui-même, utiliser le logo d'un parti sans l'autorisation de l'organe directeur. C'est pas possible. Sinon, n'importe qui peut se lever. Même les indépendants qui étaient dans PDC peuvent utiliser aujourd'hui le logo de PDC pour dire nous sommes cadres de PDC, nous sommes membres du PDC, nous avons le droit d'utiliser le logo. On n'est pas sérieux quand un parti est organisé. Un parti comme le PDCI, il y a des instances de décision. Si ceux-là, on ne les oblige pas à revenir au PDCI. Ils ont choisi de rester dans le RHDP. C'est leur droit. Mais ils ne peuvent pas utiliser le logo du PDCI sans l'autorisation de l'organe directeur. Ce n'est pas possible. Sinon, ils seront passibles de peine. De peine. En plus, j'ajouterais, si vous me permettez, je dirais que ce monsieur c'est un bluffeur. C'est un bluffeur puisque déjà, par rapport à la carrure de qui est le président du PDCI, il n'est rien. Il n'est rien, ce Adjoumani. Je sais qu'il est ministre des Ressources animales et c'est un cadre PDCI. Oui, c'est un cadre, mais il n'a pas ce pouvoir. Il fut porte-parole du parti. On peut pas. Très bien. On peut pas au niveau des bases, il n'a pas le poids qu'il faut. Il demande d'aller aux élections pour le juger. Oui, mais attendez. Le temps viendra, mais le PDCI restera le PDCI, qu'il le veuille ou non. S'il avait une force, pourquoi tient-il à aller aux élections avec le logo du PDCI? Pourquoi? N'est-ce pas un épiphénomène quand même, Moïse Soudé? Non, c'est pas un épiphénomène. Vous savez, les cadres, c'est dommage qu'ils puissent dire qu'on ne fait pas de chantage quand vous êtes cadre haut placé dans un parti, dans la structure étatique. Vous occupez des postes de responsabilité. Votre employeur, sinon votre ministre vous demande où vous restez avec nous. Et on vous maintient à votre poste, ou vous partez dans PDCI, on vous dégage. C'est comme ça. C'est pas la première fois que le problème de cadre se pose avec le PDCI. Qui vous souviennent après la déclaration de Ouattara pour dire qu'il n'a rien promis à personne. Vous savez qu'il y a eu un certain nombre de cadres à qui on a demandé de démissionner. Donc ce n'est pas anodin. Ces cadres-là, la preuve aujourd'hui se retrouvent sur des listes. Ça veut dire que même ils sont dans un embarras. Être sur la liste de PDCI et se retrouver encore sur la liste de RHDP, c'est qu'il y a un problème. Ils hésitent à choisir. Ils se disent, mais si je tourne dos, je vais perdre. Est-ce que ce n'est pas plutôt le PDCI, RDA, qui est en train de faire pression pour que ces cadres-là reviennent au parti? Parce que visiblement,
tous les cadres qui sont aujourd'hui dans le RHDP Parti Unifié assument leur position. Ils étaient à la conférence de presse ou au point de presse de Kobena Adjoumani. Ils ont clairement dit « Nous sommes dans le RHDP avec le président Alassane Dramane Ouattara ». Si vous réclamez encore membre du PDCI, vous devez respecter les décisions des responsables du PDCI. Si vous ne pouvez pas respecter les décisions des responsables, vous démissionnez du PDCI et vous vous inscrivez là-bas. Personne ne vous en voudra pour ça. C'est une question d'intérêt. Ils sont en train de sauvegarder leur biftec, comme on dit, parce qu'ils sont des cadres, ils sont haut placés, ils ont de bons salaires, ils ont des avantages. Maintenant, s'ils ne veulent pas respecter les consignes du parti, ou le parti les démissionne, ou ils démissionnent d'eux-mêmes. C'est aussi simple que ça. De toute façon, ils ont été déjà exclus. Ils ont déjà été les 18 qui ont quitté. Le PDC a été clair. Vous allez, puisque nous ne nous sentons pas concernés par ce RHDP. Par conséquent, vous suivez la consigne de votre parti ou vous créez un autre, vous allez tranquillement. Vous ne pouvez pas obliger à votre parti de vous laisser le logo et aller faire ce que vous voulez avec ça dans un autre parti. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est quand même pas un constat de l'éclatement du PDCI? C'est une petite crise. C'est une petite crise au niveau du PDCI et je crois que ça va se résoudre. Déjà, une expulsion, ça montre que le PDCI, l'organe qui dirige ce PDCI, sait prendre ses décisions quand il le faut. Ça dit, c'est taper la main sur la table pour dire ça suffit. Bon, je voulais parler en espagnol, basta. Ça veut dire basta, donc par conséquent, je crois que c'est déjà un pas. Et effectivement, on verra lors des prochaines élections régionales et municipales ce que ces dissidents, ces frondeurs-là vont démontrer. On verra ce qu'ils pourront faire. Voilà. Vous devez vous demander pourquoi insistez pour utiliser le logo du PDC. Pourquoi posez-vous la question de ça? Pourquoi ces gens-là insistent pour utiliser le logo de PDCI alors que le PDCI dit n'utilisez pas mon logo? C'est juste une question de popularité sur le terrain. Le PDCI a eu le temps. Parce que vous voyez, les cadres, comme l'a dit mon co-débatteur, les cadres n'entrent pas dans les partis à partir de la base. Ils rentrent dans les partis parce qu'ils occupent des postes de responsabilité. Entre-temps, si vous êtes président de la République, vous avez un parti politique, tous les cadres des autres partis quittent leur parti pour vous rejoindre juste parce qu'ils veulent conserver leur poste de responsabilité. Mais le jour où vous perdez le pouvoir, ils vous quittent, ils vont rejoindre aussi l'autre. C'est la question qui se pose. Donc, ils savent très bien que le PDCI, avec son logo, a une certaine popularité sur le terrain. Ils veulent en profiter. Voilà, il y a aussi aujourd'hui, nous allons parler du FPI qui il y a une liste FPI qui va à ces élections-là. Nous allons en parler. Votre avis sur la décision du FPI de Pascal Affi-N'Guesson de participer à ces élections-là? C'est normal. On ne peut pas organiser ces élections et constater l'absence d'un grand parti comme le FPI. Vu toutes les difficultés qu'a connu le leader, à savoir Laurent Gbagbo, le FPI doit aller aux élections pour savoir quel est le poids encore de ce parti dans l'esprit des Ivoiriens. Donc moi, je les encourage vivement. On a vu le FPI ici au moment où Mfouet était le seul tout-puissant. On a vu le FPI affronter. Donc aujourd'hui, le FPI ne doit pas disparaître. Le FPI doit aller aux élections pour mesurer sa cote de popularité. Est-ce que dans le cœur des Ivoiriens, le FPI a encore une place? Donc moi, je les encourage vivement. Voilà. Il y a l'autre FPI, le FPI El Abdou-Dramane Sangaré, qui n'est pas à ces élections-là, qui a demandé aussi le report donc, de ces élections-là, notamment le toilettage de la CEI, notamment aujourd'hui, ce FPI-là estime que les conditions ne sont pas réunies pour aller à ces élections-là. Votre avis sur ce FPI? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste, je dirais, le fait d'être rattrapé par la politique de la chaise vide qu'ils ont toujours appliquée depuis la détention de Laurent Gbagbo? Il faut rappeler qu'ils ont boycotté de leur propre chef toutes les élections. Ils ont appelé leurs militants à ne même pas se faire enrôler. Aujourd'hui, ils demandent le report des élections. Est-ce que c'est pas juste? Ils constatent en fait... Si je considère, si je prends seulement ce cas du FPI, l'aile, je l'appelle Abdou-Dramane Sangaré, je crois qu'ils ne sont pas sérieux. Qui ne sont pas sérieux parce que demander en 2016, lors des élections législatives, l'élection présidentielle, je crois, de 2015, demander, ne pas vous présenter. Ça, c'est dangereux. C'est un jeu dangereux. Alors, si vous le faites, aujourd'hui, on verra quel genre
de FPI est numéro 2 ou numéro 1, c'est-à-dire on se perd dans cette histoire, FPI apparaîtra à la fin des élections. On verra ça. Mais je peux vous assurer que, par ailleurs, bon, je crois que peut-être on parlera de la dame, de l'ex-première dame en son temps, et qui a, à mon avis, qui a opté déjà pour un candidat, un parti, au niveau du FPI. Je ne sais pas si ça apportera quelque chose à Sangaré. Je ne crois pas. Alors, aujourd'hui, Leila Aboudrahmane Sangaré a demandé, pourquoi pas le report. On sait déjà que c'est acté, cela ne sera pas cédé. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une stratégie, le fait de boycotter les élections, qui se retourne quand même un peu contre eux, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders, beaucoup de ministres pro-Gbagbo qui sont libres, qui peuvent candidater, qui peuvent aller compétir, mais la base ne s'est pas fait enrôler parce que le FPI, Leila Aboudrahmane Sangaré notamment, avait appelé à un boycott actif de tout ce qu'il y a comme processus. Oui, tout le temps. Moi, je n'ai jamais apprécié la politique de Sangaré qui demande, quand vous êtes un parti politique, il ne faut jamais jouer la chaise. La politique de la chaise vide, ça va toujours vous rattraper. Le 6 août, on a pris une ordonnance d'amnistie de 800 personnes. Dont la plupart des leaders FPI. Qui sont revenus, qui aujourd'hui peuvent se présenter. Et il y a, qu'on appelle le FPI originel qui est encore en place. Et ça veut dire que les autres, ils ont envie de revenir à la maison, comme l'enfant prodigue qui a fini par saper les biens de son père. Donc on ne peut pas tout le temps dire qu'il ne faut pas, il faut pas. C'est vrai qu'ils sont peut-être en train de surfer sur les erreurs du régime en place pour réclamer le report. Vous ne voulez pas participer à une élection. Qu'est-ce que vous êtes dedans? Si on reporte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à vos militants d'aller s'enrôler. On ne veut pas ouvrir une nouvelle liste. Donc l'erreur, c'est d'abord, vous ne pouvez pas empêcher vos militants de ne pas s'enrôler. Ce n'est pas possible. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les dirigeants, laissez quand même vos membres, qui sont des citoyens à part entière, d'aller s'enrôler. Parce que l'enrôlement, ce n'est pas seulement pour les élections. On a besoin aussi de cette liste-là. Aujourd'hui, ils ont été pris à leur piège. Ils veulent se rajeunir dans le cœur des Ivoiriens, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, aujourd'hui, Aboudrahmane Sangaré rejette toute idée d'organisation d'élections en violation de l'adhésion de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et met en garde le régime Ouattara contre cette énième tentative de porter un coup d'arrêt brutal et légitime espoir des Ivoiriens de voir leur pays renouer enfin avec la normalité démocratique. C'est l'essentiel de sa sortie politique. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir aujourd'hui de la position quelque peu inconfortable, puisqu'on va rappeler peut-être que Aboudrahmane Sangaré aujourd'hui a l'appui de Simone Gbagbo, puisque dès qu'elle est sortie de prison, la première sortie officielle à laquelle elle a participé, quand elle a été reçue, elle a demandé à tous les militants d'acclamer pendant plusieurs minutes Aboudrahmane Sangaré. Donc aujourd'hui, Simone Gbagbo est avec Leila Aboudrahmane Sangaré au détriment de Leila Pascal Affi-N'Guessan qui aujourd'hui candidate. Donc on va dire en fait que les vrais caciques FPI sont du côté qui aujourd'hui ne va pas à ces élections-là. Est-ce que cela ne marque quand même pas aussi un problème, on va dire, de consensus autour de ces élections-là? Je peux vous assurer que Affi-N'Guessan n'est pas préoccupé. Puisque, et puis j'ai aimé une phrase qu'il a eu à employer, à dire. Il dit le suivant: la légitimité ne se déploie pas à travers l'opinion de leaders politiques. Ça se construit sur le terrain. Et je peux vous assurer que ce monsieur, c'est un légaliste qui sait qui est effectivement N'Guessan, au temps de Laurent Gbagbo. Ça dit, il a parcouru. Je crois qu'il était emprisonné. Tout à fait. Alors, tout à fait. Ce monsieur n'a pas démontré qui il est dans dans ce parti FPI. Alors, et il a démontré qu'à travers des manifestations, comment la base, puisqu'on avait parlé de base en temps, la base est en train de soutenir le FPI, N'Guessan, et par conséquent, je suis sûr que lors des prochaines élections, parce que pour le moment, que la première dame soit du côté de Sangaré, c'est-à-dire, pour le moment, ils n'ont pas encore le temps de se préparer
pour ces élections. Pour ces élections, ils n'ont pas. C'est trop court. Est-ce qu'aujourd'hui, Moïse Soudé, ce n'est pas le moment d'appeler à, pourquoi pas, à l'unité ou à la réunification des deux ailes FPI, on va l'appeler comme ça, qui aujourd'hui s'affrontent dans les idées et peut-être sur le terrain? Je crois que ça va se faire. Avec l'ordonnance d'amnistie, les cadres du PDCI vont revenir, vont s'asseoir. Ils ont intérêt aujourd'hui à ce que le FPI redevienne un parti unique. Mais il faut rappeler aux autres que la politique de la chaise vide n'a jamais marché. Jamais. Parce que dans le cœur même de vos militants, à un moment donné, vous allez les députés vont dire ceux-là ne sont pas sérieux. On se bat pour eux. Et chaque fois quand il y a élection, ils disent non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas s'enrôler. Parce que ceux qui ne se sont pas enrôlés, il ne faut pas faire les élections. Si le président Ouattara décide de ne pas ouvrir une nouvelle liste avant 2020, ils n'iront pas voter en 2020. Mais est-ce que le président Ouattara a le droit de ne pas faire ouvrir une nouvelle liste? Ce sont les institutions de la République qui, normalement, doivent réunir. Vous savez... Il y a des gens qui ne peuvent pas être électeurs aujourd'hui, mais qu'ils seront en 2019 et en 2020. Donc il faut forcément ouvrir la liste pour cela. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Les dirigeants africains, parfois, il leur arrive de se foutre de toutes les lois. Ils ont un intérêt... Ce n'est pas le cas du président Ouattara. Écoutez, la preuve, il n'a pas pu respecter ses engagements avec son frère Henri Konan Bédié, qui l'a aidé pendant longtemps. Il n'y a pas de preuve matérielle de cet engagement-là. Nous l'avons. D'accord, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Mais l'affaire de Daoukro, c'est pas que Henri Konan Bédié s'est levé de son lit pour dire bon, paf, je vais soutenir Ouattara. C'est parce qu'ils se sont entendus. Et dès que Ouattara dit il n'a pris aucun engagement, vous avez vu tout le remous qu'il y a autour. Donc, un homme politique qui est encore au pouvoir, on n'a pas trop confiance en lui. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour ses propres intérêts, c'est pour s'assurer ses arrières. Donc, s'il veut écraser ses ennemis, il a toutes les armes à main pour les écraser. Voilà, Michel Gbagbo, désormais libre d'aller et de venir où il veut. Oui. Votre avis? Je lui conseillerais, dans ce cas, d'abord de réfléchir. Parce qu'il a fait 7 ans. Perdre une minute, se fait enfermer une minute dans une cellule, c'est une liberté qui est tellement importante que je lui conseillerais que d'abord qu'elle prenne du temps pour déjà récupérer, reprendre de l'énergie et qu'il pense plutôt à aller soutenir son mari qui est dans de sales draps au niveau de la cour de la CPI. Je crois, cour pénale. Vous parlez de Simone Gbagbo. Je parle de Simone Gbagbo. Par conséquent, qu'elle se repose. Quelque chose repose. Et au contraire, elle doit, au lieu de se positionner politiquement, qu'elle cherche à unir. Parce que le peuple adore ça. Le peuple adore ça. Quand elle est sortie, vous savez que ceux qui se chargent de son protocole n'ont pas voulu à ce que Nguessan aille la saluer à domicile. Donc déjà, si elle prend cette position-là, et demain, quand elle se lève pour dire qu'il faut unir une fois encore, une nouvelle fois, mais il faut unir le FPI, qui va le prendre au sérieux? Qui va la prendre au sérieux? Donc, je lui conseillerais qu'avec cette liberté qu'elle a maintenant, qu'elle réfléchisse bien pour pouvoir prendre les décisions correctes. Voilà. Alors, il y a Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui bénéficie d'une liberté d'aller et de venir. On sait qu'il a plusieurs fois tenté de quitter la Côte d'Ivoire et qu'il a à chaque fois été refoulé. Aujourd'hui, l'homme est libre d'aller et venir. Est-ce que c'est un rapprochement entre, pourquoi pas, c'est hypothétique, je suppute peut-être, entre le RDR du régime à Ouattara et le FPI? Tout à fait. Mais moi, je vais demander à Michel de faire preuve de sagesse. De sagesse. Quand vous avez vécu ce qu'il a vécu là, et que finalement vous a permis d'avoir votre liberté de mouvement, il faut être sage. Il ne faut pas se lancer automatiquement dans la politique. Parce que les gens ont encore les yeux rivés sur vous. Et à la moindre erreur, on vous retourne. On va vous retourner en prison. Donc je voudrais que ça soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, qu'ils n'entreprennent pas des actions qui pourront compromettre l'avenir de ses parents. Parce qu'aujourd'hui, il est libre, il a la possibilité d'aller voir son papa, il a la possibilité de discuter avec son papa, il a la possibilité peut-être de révéler un certain nombre d'affaires. S'il veut se lancer dans les affaires économiques, c'est bon. Mais pour le moment, je lui demanderai de se retirer de la politique, de prendre des vacances, de se construire sa vie
Il peut revenir en politique, mais pas de sitôt de se reconstruire sa vie, peut-être de se former davantage pour pouvoir prendre la relève, parce que tous ces éléments-là vont entrer dans l'unification du FPI. Donc c'est ce que je lui demande, un peu de patience, un peu de sagesse. Monsieur, quel candidat pour réunifier la Côte d'Ivoire en 2020? Pour qu'il n'y ait plus des clans, pour qu'il n'y ait plus de FPI, elle, à Aboudraman Sangaré, qu'il n'y ait plus de FPI, elle, à Finguesson, qu'il n'y ait plus de fâchés du côté du PDCI. Est-ce que vous voyez un homme qui pourrait, je ne sais pas, amener cette cohésion-là, qui pourrait réunifier un tant soit peu quelqu'un qui a peut-être, je dirais, des accointances avec tout le monde? Réunifier la Côte d'Ivoire ou le PDCI? Réunifier la Côte d'Ivoire. Gbagbo. Laurent Gbagbo. Ouais, Laurent Gbagbo peut réunifier les Ivoiriens. Vous savez pourquoi? Allez-y. Au temps fort de Fouette, c'est le seul qui a été garçon. C'est le seul qui a été garçon. Et la plupart des Ivoiriens, que ce soit les producteurs de cacao, de café, ils l'ont soutenu parce qu'il a été garçon. Et je crois qu'il a fait, n'eût été la guerre, il a fait le bonheur de beaucoup de cadres ivoiriens. Il a fait le bonheur de beaucoup d'Ivoiriens. Et je crois que c'est le seul, quand il va quitter la CPI, c'est le seul capable, à travers son discours, de réunifier la Côte d'Ivoire. Pas forcément revenir en tant que chef d'État. Pas forcément. Non, pas forcément revenir. Je dis à travers son discours, à travers une tournée nationale, il pourra réunifier, il pourra apaiser les cœurs, il pourra penser les blessures, il pourra réunifier davantage la Côte d'Ivoire. Votre avis sur l'oiseau rare? L'oiseau rare, mais je me demande, je suis vraiment d'accord que ce soit lui, ce candidat idéal. Mais je me pose une question. Laquelle? Je me pose une question. Qui est derrière la CPI? Qui va permettre que Laurent Gbagbo sorte de la CPI? Alors qu'on a, jusqu'à présent, on n'a rien vu. De quoi on l'accuse et tout ça. Mais il est toujours là. Qui va le faire? Quelle puissance internationale à qui cette situation en Côte d'Ivoire arrange? Je prends guillemets notre chère France. Hein? Bon, mais Jean-Pierre Bemba a été sorti miraculeusement de la CPI. Donc c'est possible. Donc c'est possible pour Gbagbo. Jean-Pierre Bemba a été sorti miraculeusement. Voilà, parce que c'est une question d'intérêt. Oui, voilà. Nous allons rapidement parler des affrontements qu'il y a eu entre des forces de l'ordre et des étudiants, notamment des membres de la FESI, la toute puissante FESI, la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Moïse Soudé, votre avis sur ces risques-là et notamment les points revendicatifs des étudiants? Vous savez, les étudiants africains souffrent beaucoup. Et moi, je dis une chose, les étudiants africains ne doivent pas accepter la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas possible. Quand vous acceptez que l'enseignement soit gratuit à l'université, ce n'est pas évident que l'État vous offre tout le confort. Mais ce sont les dirigeants qui décident de la gratuité. Dans la responsabilité. C'est pourquoi je dis il faut que les étudiants, désormais, refusent la gratuité de l'enseignement supérieur. Quand c'est gratuit, vous êtes 300, 400, 800 dans un amphithéâtre. Mon Dieu, vous allez suivre quoi? Rien, vous ne pouvez rien suivre. Donc, il faudrait qu'on dise désormais, on va payer pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions, on va payer pour avoir de bons enseignants, on va payer pour étudier à la pointe de l'actualité. Donc, je dis, les étudiants, ils ne réclament pas des Mercedes, ils réclament des meilleures conditions de vie. C'est avec les Ivoiriens qu'on a appris l'expression les Cambodgiens. Il y a des étudiants qui n'ont pas droit aux chambres, qui sont obligés de squatter les cabines des autres. Quand vous ne vivez pas dans de très bonnes conditions, vous ne pouvez pas étudier. Et ce sont les cadres de demain. Donc, ils réclament ce qui leur revient du doigt. C'est vrai qu'ils ont dit, vous donnez de l'argent facilement aux mutins. Mais pourquoi vous ne mettez pas cet argent-là à disposition des étudiants pour améliorer leurs conditions de vie et de travail? Je suis d'accord avec eux. L'État, tout État sérieux, doit pouvoir penser à réaménager, à moderniser les universités, à permettre aux étudiants d'étudier dans de bonnes conditions, à limiter les effectifs. Parce qu'au-delà de 400, allez voir comment les enseignants corrigent les copies. Voilà, Medalmeda, des frais annexes, ce sont des frais annexes qui sont réellement à la pointe de cette manifestation-là. On parle de frais qui peuvent monter de 10 000 jusqu'à 200 000 francs CFA, alors qu'on dit que l'enseignement est gratuit. Est-ce qu'on peut comprendre? Il y a une contradiction. Il y a une contradiction dans cette histoire, puisque si c'est supposé que l'enseignement est gratuit, mais que vient faire ces frais annexes dans l'histoire? Donc, par conséquent, je peux comprendre que les étudiants s'insurgent contre ce jeu de mots qui ne sert à rien,
on dit une chose et on pratique autre chose. Donc finalement, je crois que le co-débatteur avait raison de dire, mais finalement, rien ne soit gratuit, et comme ça, on saura que oui, telle chose coûte telle chose. Et ça continue. Mais à part ça, rapidement, je veux comprendre, je me pose aussi la question de savoir, mais comment ça se fait que il n'y a pas de solution rapide au niveau des autorités publiques pour pouvoir, parce que c'est toujours la même chose au niveau des universités francophones, et ces genres de conflits, et ça n'arrange à rien, tout le monde part perdant, l'université est bloquée. Autant ceux qui revendiquent comme ceux qui ne le sont pas, ils perdent peut-être l'année. Voilà, vous avez été clair, vous êtes maître Frid Almeida, avocat au barreau espagnol. Il faut le rappeler, vous êtes rapidement de passage. On va peut-être espérer vous retrouver sur nos plateaux pour une prochaine descente. Face à vous aujourd'hui, Moïse Soudé, journaliste à Soleil FM Bénin. Monsieur, merci de nous avoir servi vos différents arguments. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour notre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.